pour parler donc de mon sujet de thèse, mais à travers la question particulière des enjeux de la périodisation qui m'ont posé beaucoup de questions, mais qu'aujourd'hui je pense avoir plus ou moins résolues. Parce qu'en fait, mon travail s'inscrit dans la question donc, de la redéfinition des grandes villes européennes dans la première moitié du 19e siècle et qui est une époque marquée par l'héritage des Lumières, par l'héritage de la Révolution, par l'héritage de l'Empire. Et en fait, on a une espèce de succession de complexité de la période qui a un fort impact sur l'aménagement de la ville. Et dans ce cadre, eh bien, Milan connaît justement un destin particulier, puisque c'est une ville encore modeste à la fin de l'époque moderne, qui se retrouve à la tête d'un nouvel État italien à partir de 1797, et ce qui représente véritablement une rupture dans l'histoire de la ville, et qui va marquer en fait ses perspectives de développement durant toute la première moitié du 19e siècle. Milan devient ainsi la capitale de la République cisalpine, puis du Royaume d'Italie, et enfin, alors elle perd un peu en importance, mais elle demeure tout de même capitale du Royaume vénéto-lombard, au même titre que Venise, donc un État sous domination autrichienne, mais dans lequel eh bien, Milan conserve un statut important et une position donc, qui induit dès 1800 donc, de grandes ambitions par rapport eh bien, à ces transformations. Alors, il faut savoir que le programme développé pour Milan ne présente pas, bien sûr, un mouvement uniforme, hein, notamment par rapport à cette succession des régimes que j'ai un peu évoqué, mais aussi à certains événements politiques forts qui sont des événements politiques parfois même extérieurs à l'histoire directe de Milan, mais qui viennent influer profondément sur le développement de la ville. Néanmoins, on a aussi un fil conducteur très important qui est celui de la recherche de modernité et aussi la recherche de l'équipement d'une ville pour qu'elle puisse répondre à ces nouvelles prérogatives de capitale qui forment en fait eh bien, qui permet en fait d'individualiser une véritable continuité malgré les ruptures. Et c'est justement cette meilleure compréhension de la continuité à travers les transformations de Milan qui a conditionné le changement un petit peu de ma chronologie, puisque à la base, je voulais simplement parler, enfin en tout cas m'intéresser de cette période qui aurait été limitée à la période de l'Empire, c'est-à-dire m'arrêter en 1814, en soulignant peut-être que la Restauration était une rupture majeure, alors qu'en fait, eh bien, dans les faits, cette restauration n'est pas une telle rupture par rapport à d'autres événements, comme je vais le démontrer plus tard. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser aux transformations de la ville jusqu'en 1848, donc en comprenant toute la période de la Restauration, ce qui n'a pas imposé de véritable transformation de ma méthodologie, mais qui a simplement, eh bien sûr, supposé un dépouillement beaucoup plus important. Alors, par rapport à la compréhension de mon sujet, il a fallu d'abord que j'évalue un petit peu quelle était la situation locale de la ville à l'arrivée des Français, puis après comprendre l'impact des idéaux révolutionnaires sur la ville et enfin comprendre un peu eh bien, la mise en place d'un nouveau programme d'aménagement à partir du Royaume d'Italie et pendant la Restauration qui donc eh bien, transforme véritablement la ville durant la première moitié du 19e siècle. Donc on a 3 temps qui sont véritablement individualisés, mais il faut souligner la permanence des principaux acteurs des transformations urbaines pour démontrer en fait que voilà, l'importance de cette continuité passe aussi par celle des acteurs. Alors, en 1797, Milan est une ville qui a déjà bénéficié en fait de nombreuses réformes pendant la période des Habsbourg et des réformes éclairées qui ont permis déjà eh bien, de premières transformations urbaines importantes qui ont permis aussi à la ville de sortir un peu de son immobilisme de l'époque moderne à travers eh bien, une nouvelle pratique qui est celle de la suppression de nombreuses congrégations religieuses. Et ça, c'est un détail très important puisqu'elle sert particulièrement à la refonte de l'urbanisme milanais. Alors, on voit ici, par exemple, ce plan de l'académie, enfin du collège des Jésuites de Brera, qui est donc confisqué et qui va servir, comme bien d'autres édifices pendant la période d'Habsbourg, eh bien, à accueillir des institutions publiques, ici les écoles palatines, mais aussi l'académie de Brera, donc l'académie des Beaux-Arts, qui est l'autre partie très importante de cet héritage du XVIIIe siècle, de l'héritage Habsbourg, qui est donc la création de cette académie qui permet en fait eh bien, à la Lombardie de se mettre à jour par rapport à la culture architecturale européenne, à travers notamment eh bien, la mise en place d'un pensionnat artistique à Rome. Vous avez ici voilà, les épreuves, les envois de Rome d'un pensionnaire milanais qui témoignent bien finalement eh bien, de l'intérêt qu'a la sphère lombarde malgré finalement sa modestie à la fin du XVIIIe siècle par rapport aux questions qui agitent la sphère architecturale européenne de la fin de l'époque des Lumières.
Et aussi, on voit ici, alors à la fois l'étude des modèles antiques, mais aussi la redécouverte des modèles de la Renaissance, avec par exemple ici ce relevé donc d'un monument de Palladio. Et donc, en 1797, lorsque la ville est promue capitale, eh bien, elle est déjà concernée par la plupart des débats européens, mais elle reste donc une ville modeste, ce qui va complètement changer avec l'importance que lui confère Napoléon, qui considère en fait, eh bien, dès la bataille de Marengo, donc en 1800, que c'est à Milan que revient la charge de bâtir une Italie moderne, donc en se basant sur l'expérience française, ce qui est particulièrement important puisque voilà, Milan se retrouve avec une position symbolique qu'elle n'avait jamais eue auparavant, c'est-à-dire celle d'une capitale presque en fait de la péninsule italienne. Et ce qui va de réclamer, bien sûr, eh bien, de nouveaux projets architecturaux pour matérialiser cette nouvelle position. Et cela attire de nombreux acteurs, surtout des acteurs étrangers, alors étrangers pardon, à la sphère milanaise, même s'ils sont italiens. Par exemple, vous avez ici un projet de Bargili qui est un Romain. Vous avez aussi les projets célèbres de l'Académie de l'Apache qui sont repris directement à Milan. L'Académie de l'Apache qui avait réfléchi dans les années 1790 à Rome sur un peu les typologies architecturales qui seraient intéressantes de construire dans les villes pour les transformer par rapport aux transformations politico-sociales en cours. Donc, vous avez par exemple un modèle architectural pour construire une salle d'assemblée du peuple, et autant de réflexions qui impactent directement cette Milan du début du 19e siècle, et donc, comme je le dis, a tout d'un coup finalement ce statut très important de capitale, et pour lequel eh bien, on développe des projets très ambitieux. Encore ici, un projet d'un acteur extérieur qui est Antolini, qui donc n'est pas milanais, qui est lui aussi est passé par la sphère romaine et qui vient proposer donc des projets complètement différents par rapport à tout ce que l'on a fait auparavant à Milan dans la fin du XVIIIe siècle. Donc, par exemple, le projet d'Antolini se propose de créer ce grand ensemble public correspondant finalement se résumant à la concentration dans un seul espace de différentes typologies donc nécessaires à la régénération de la société milanaise. Vous avez par exemple un panthéon, un théâtre, une bourse, mais aussi un musée ou encore des bains publics. Et donc, on voit véritablement cette nouvelle influence des modèles de la Rome internationale, donc apportés par des acteurs étrangers au début du 19e siècle. Et par rapport à cette nouveauté, eh bien, la sphère locale, Brera notamment, eh bien, va chercher à se réformer pour de se mettre toujours plus à la page, si l'on veut, et notamment incorporer cette nouveauté à sa propre tradition. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une de ces premières réformes qui marque profondément la période qui m'intéresse, avec la réforme de l'école d'architecture qui connaît aussi une refonte globale. Alors, vous voyez ici donc les projets, bien sûr, des projets architecturaux pour transformer Brera, mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les nouvelles références que l'on y enseigne, notamment les modèles internationaux, ici les modèles français inscrits dans la didactique milanaise, qui permet aussi la création de nouveaux concours architecturaux, ce qui ne se faisait pas à Brera avant la fin du XVIIIe siècle, et ce qui démontre très bien l'arrivée de Milan sur la sphère de ces académies européennes à la fin donc, du XVIIIe siècle. Et en parallèle de cette réforme très importante de l'académie, on a aussi la réforme du corps des ingénieurs, qui finalement est aussi invité à regarder vers des références internationales, par exemple le modèle de Durand et ses cours à l'école polytechnique. Et alors, pourquoi j'ai voulu absolument parler de ces deux réformes? C'est parce qu'en fait, ce sont deux éléments très importants qui ont beaucoup marqué ma réflexion, puisque je me suis rendu compte qu'il était difficile de voir l'impact de ces deux réformes en me limitant simplement à l'époque de l'Empire, puisqu'en fait, toutes ces pratiques mettent beaucoup de temps à s'inscrire dans les habitudes locales, et on en voit en fait les effets simplement à partir des années 1830-1840, d'où l'importance en fait d'élargir aussi ma chronologie pour voir l'impact de ces réformes entreprises au début du 19e siècle. Alors, ce qui me permet maintenant de parler de ce qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire le programme véritablement mis en place à Milan à partir du début du XIXe siècle, à partir de l'avènement du Royaume d'Italie, à une époque où on évacue les idéaux de la Révolution, on évacue aussi tous les architectes extérieurs qui avaient apporté donc toutes leurs nouveautés pour se concentrer sur un programme proprement milanais. Alors, un programme qui s'explique en deux volets principaux. Alors d'abord, un volet tout à fait attendu pour la période napoléonienne, c'est-à-dire un volet qui souhaite inscrire dans la ville la nouvelle dimension politique, une célébration de l'Empire à travers une récupération notamment des modèles architecturaux de l'Antiquité romaine impériale classique. Donc on revient à des choses plus traditionnelles en fait. Et ce qui donne à Milan donc de nombreux projets. Alors vous voyez ici la Porta Nuova Zanoia,
mais vous avez aussi bien sûr l'Arco de la Pace, qui est certainement le monument néoclassique le plus connu de Milan. Et vous avez aussi d'autres projets qui ne seront jamais réalisés, parmi lesquels un projet de Panthéon, donc de Cagnola, donc qui reprend à nouveau les codes classiques. Et enfin, vous avez aussi le projet de Piazza Friedland à l'emplacement de la Scala que vous avez ici. Et l'idée, en fait, était de créer une place en l'honneur de Napoléon, mais reprenant en fait la typologie des places royales de l'Ancien Régime. Mais ce qui m'intéresse dans cette dimension-là, eh c'est le fait que, par exemple, ces deux derniers projets, le projet de Panthéon ou le projet de Piazza Friedland, qui sont des projets qui auraient coûté donc très cher, ne sont jamais réalisés. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi à travers ma réflexion. Et c'est là que se pose la question de la périodisation à nouveau, puisque j'aurais pu tout simplement considérer que la chute de l'Empire ou la Restauration était un véritable frein à ces projets, puisqu'elle les aurait arrêtés net, alors qu'en fait, il y a un autre élément majeur à prendre en considération, et ce que je n'avais pas forcément compris au départ, c'est le fait qu'à partir de 1809, donc c'est-à-dire bien avant la chute de l'Empire, Rome va être nommée seconde capitale de l'Empire, et donc Milan, qui avait une position tout à fait importante les 10 premières années du 19e siècle, devient une ville à nouveau secondaire, ce qui fait qu'on renonce à cette politique un petit peu de construction somptuaire pour se concentrer sur le deuxième volet de l'aménagement urbain de la ville, et qui en fait est un volet urbain qui se concentre d'abord sur l'équipement de la ville. Et un équipement de la ville qui se traduit d'abord par sa dimension pragmatique, et qui correspond donc à une politique ciblée, puisqu'on va vouloir vraiment répondre concrètement à tous les nouveaux besoins que suppose l'organisation d'un État moderne, avec bien sûr la réforme de la justice, la réforme de la sécurité, de l'éducation, de la santé, la question de l'approvisionnement de la ville ou encore la question du commerce. Et il faut répondre à toutes ces questions à la fois à travers des ressources financières limitées, ce qui donc suppose encore une fois la notion importante de l'économie, et qui induit la récupération à nouveau des biens nationaux, c'est-à-dire des édifices confisqués à l'Église, par exemple, et ce qui marque en fait le retour à une pratique de la fin du XVIIIe siècle à Milan. Et donc, ce qui nous montre encore une fois une véritable continuité, même avec la fin du XVIIIe siècle, en dépit de la rupture majeure que semblait donc représenter la Révolution. Et donc, on va pouvoir poursuivre par ce biais le redéploiement des services publics au sein d'édifices préexistants, ce qui se fait donc par l'intermédiaire cependant d'interventions un peu plus fortes que ce que l'on faisait au XVIIIe siècle. Et c'est là qu'intervient particulièrement le corps des ingénieurs réformés, puisqu'on lui demande en fait des opérations assez complexes, de réutiliser du bâti assez en mauvais état, parfois peu adapté à de nouvelles transformations. Vous avez ici par exemple dans les anciens bâtiments de la place des Marchands à Milan, l'installation des nouveaux tribunaux, puis par la suite transformés en écoles, parce qu'on a aussi finalement ce mouvement où chaque bien national transformé va avoir plusieurs affectations au cours des années, tout simplement parce que les affectations données ne fonctionnent pas forcément au regard de la réalité même de ce bâti réutilisé. Vous avez d'autres exemples, par exemple ici le couvent San Spirito qui sera transformé en école, ou encore, peut-être plus intéressant dans le cas de Milan, le cas du couvent de Santa Maria della Passione qui vient accueillir le conservatoire de musique créé en 1807. Donc là, on voit un plan de 1807 où on voit des premières interventions, mais on se rend compte de l'importance de la continuité de la période de la Restauration où se poursuivent les transformations de manière plus importante avec la création notamment du teatrino au sein de l'ancien réfectoire. À noter qu'on a un autre élément important qui marque la continuité entre la Restauration et le Royaume d'Italie, c'est la permanence de la Commissione d'Ornato qui est créée à partir de 1807 également pour surveiller les transformations de la ville et en fait veiller à l'uniformisation de son bâti par rapport à une redéfinition du décor. Et ça, c'est très intéressant de voir finalement que cette commission, elle va perdurer malgré la chute de l'Empire, et ce qui va permettre de créer progressivement une nouvelle identité milanaise à travers la redécouverte du patrimoine local qui permet en fait à la ville, non seulement en plus de tous ces modèles que l'on a vus extérieurs, les modèles de l'Antiquité romaine, mais aussi de la Renaissance italienne en globalité, de s'intéresser à son propre patrimoine pour pouvoir créer une nouvelle identité pour la Milan en fait, de la première moitié du 19e siècle. Et ce qui va permettre la réalisation de bâtiments qui représentent parfaitement le modèle présenté par cette commission. Alors, vous avez ici en petit
le Palazzo Melzi, qui est véritablement la synthèse de la tradition architecturale milanaise dans la première moitié du 19e siècle. Et l'on voit bien finalement que ce modèle est calqué directement pour tout édifice construit, même des édifices publics, puisqu'ici c'est une typologie privée, ce qui montre bien la permanence de ce modèle, et ce jusque dans les années 1840, qui est donc simplement la période durant laquelle eh bien, on commence à vouloir changer les pratiques, à changer les styles, et ce qui correspond en fait également à un changement de génération, puisque tous les acteurs du début du 19e siècle sont en fin de carrière, et donc on a aussi le besoin d'un renouveau, mais seulement à partir des années 1840. Alors enfin, pour conclure, j'aimerais simplement aussi préciser qu'à partir des années 1830, la question de la récupération du bâti milanais, alors par rapport à la réutilisation des biens nationaux, commence à montrer ses limites, et que de plus en plus, on va vouloir créer des projets ex nihilo, alors sur le modèle de tous ces projets académiques que l'on développe depuis le 19e siècle à Brera, mais aussi sur le modèle de ce que l'on enseigne dans les écoles polytechniques. Et ça, c'est tout à fait intéressant, puisqu'en fait, on voit ainsi, comme je l'annonçais au départ, eh bien, l'importance de la longue durée dans le mouvement de la continuité, puisqu'on voit les effets des réformes du début du 19e siècle seulement à partir des années 1830, avec la création donc, de premiers projets qui auraient donc été construits à partir de rien. Et ce qui est particulièrement vrai en fait par rapport à la question des abattoirs, alors qu'il y a une question à peine abordée pendant la période de l'Empire, vous voyez par ces deux petits projets, et finalement, une question que l'on va développer bien davantage et qui se traduit dans les années 1830 par la récupération directe des expériences parisiennes qui sont réalisées donc, et aussi publiées par Bruyère. Donc, vous avez les modèles théoriques directement repris par la sphère milanaise. Donc, je le dirais ici pour conclure, car le temps me manque. Et donc, vous voyez véritablement que Pestagalli reprend exactement cette tradition parisienne qui est donc désormais établie, diffusée. Et on voit bien donc finalement le succès des réformes des sphères des ingénieurs milanais qui reprennent en fait des modèles typologiques qui n'existaient pas, bien sûr, au départ à Milan. Et donc, au regard de toutes ces considérations, je voudrais donc bien souligner que la question de la périodisation a joué un rôle donc, déterminant dans la compréhension des différentes dynamiques par rapport au programme qui transforme Milan dans la première moitié du 19e siècle, et qui, en fait, en dépit des grandes ruptures politiques majeures, eh bien, qui n'ont pas forcément d'impact direct sur le programme monumental, puisqu'on a véritablement cette notion de continuité qui est celle donc, de la grande ligne directrice de moderniser la ville et de l'équiper en fonction donc, de ses besoins particuliers. Et je vous remercie pour votre attention.